s'est aperçu très rapidement qu'on avait quelques soucis évidemment avec les chaînes d'approvisionnement, puisque très rapidement, on a vu qu'on manquait un peu de masques, de médicaments, et on s'était justement posé la question de cette dépendance vis-à-vis de ces chaînes d'approvisionnement internationales qui effectivement répondaient à un modèle de mondialisation qui est un modèle qui marchait très bien. Les chaînes d'approvisionnement réparties un peu dans le monde, on allait chercher évidemment les coûts et ça marchait. Ça marchait jusqu'au moment où effectivement on a quelques épisodes un peu compliqués comme le Covid. Et c'est vrai que c'était une prise de conscience assez générale sur cette dépendance et du coup sur cette souveraineté. Au départ évidemment autour du manufacturing, de l'industrialisation. Mais quand on touche finalement aujourd'hui les produits, on touche à la technologie. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont quelque part liés à cette souveraineté technologique, d'autant plus qu'après le Covid, il y a eu quelques épisodes aussi qui nous ont marqués sur un certain nombre de lois extraterritoriales américaines, sur évidemment la capacité à vendre finalement partout dans le monde sans contrainte, et on s'aperçoit que cette dépendance elle est vraiment je dirais elle impacte finalement notre façon de faire, notre industrie, notre économie, et on a eu très rapidement un espèce de sursaut français, européen sur cette notion de souveraineté qui touche en particulier aussi le numérique, parce que là du coup, la dépendance vis-à-vis de solutions étrangères, elle est énorme. Et en fait, tout ça se complique aujourd'hui avec une situation géopolitique nouvelle, avec les alliés d'hier qui sont, on ne sait plus si c'est des alliés aujourd'hui ou pas, et qui posent de façon assez prégnante, encore une fois, cette notion de souveraineté technologique et souveraineté tout court. Alors nous, on est plutôt positionné chez Inria sur le logiciel. Donc on a des dépendances à des lois extraterritoriales, comme l'évoquait Alexandre, le Cloud Act, qui donne à l'administration américaine des droits sur toutes les données, toutes les informations qui sont manipulées par les acteurs industriels qui gèrent des choses dans le cloud. Et on s'en est rendu compte, comme le disait Alexandre à l'instant, avec la situation géopolitique actuelle. Évidemment, on pense à l'administration Trump tout récemment, mais il y a quelques mois, la guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène des dépendances qu'on avait peut-être un petit peu oubliées. J'évoquais à plusieurs reprises que nous, au moment de la crise du Covid, on a lancé une démarche pour faire, peut-être certains s'en souviennent, quelque chose qui s'était appelé Stop Covid, puis Tous Anti-Covid. Tous Anti-Covid, cette application qui faisait quoi? Qui faisait du tracing pour qu'on identifie les contacts avec lesquels vous avez été, qui étaient susceptibles d'être malades. Et du coup, on avait poussé l'idée qu'une application comme celle-là qui touche à des données de santé, elle avait intérêt à être souveraine, ou en tout cas à être maîtrisée par les politiques et par l'administration centrale. Il se trouve qu'on a créé une coalition avec des pays européens, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, et que très vite, les pays, les uns après les autres, ont lâché l'affaire parce que Google et Apple ont proposé sur les téléphones portables des solutions de tracing et l'ont imposé à tout le monde, sauf en France, comme à notre habitude, petit village gaulois, où nous avons résisté. Et cette dépendance et cette compréhension de la dépendance, c'est pour ça que j'évoquais l'actualité géopolitique, elle s'est renforcée avec la guerre en Ukraine. Parce qu'un pays comme l'Allemagne s'est tout d'un coup retrouvé face à ces réalités qui étaient une dépendance énergétique à la Russie, une dépendance économique à la Chine, et une dépendance technologique et surtout de défense aux États-Unis. Et les discussions se sont tout d'un coup réouvertes. On était 3 ans après la crise du Covid. Et on sent bien que c'est un momentum où, alors Alexandre parle de souveraineté, moi je parle beaucoup d'autonomie. Notre capacité à savoir qu'on peut faire sans dépendance est le cœur de notre préoccupation. Steerlite est une start-up jeune, donc on n'a pas vécu le Covid puisque la société n'existait pas. Mais ça reste quand même cet environnement très changeant, parce qu'on a l'impression que tous les matins, on va avoir une petite nouvelle qui va perturber notre business. C'est à la fois une contrainte très très forte, mais aussi une opportunité assez importante pour un acteur tel que Steerlite, puisque nous, on fabrique des composants, ou en tout cas on a la velléité de fournir un certain nombre d'industriels en composants, et il y a une prise de conscience des grands groupes qui ont dû arrêter leur ligne de fabrication, qu'il faut au moins à minima diversifier les sources d'approvisionnement et pas être complètement dépendant
et en tout cas être résilient à des ruptures de chaîne. Et donc ça, c'est une formidable opportunité pour un acteur tel que Steerlight, qui du coup intéresse un certain nombre d'acteurs qu'on n'aurait pas forcément intéressés il y a une petite quinzaine d'années, on va dire. Mais c'est aussi une formidable contrainte parce que le domaine du semi-conducteur est très éclaté et on est encore dépendant d'outils, de design, de fabrication. Le monde du semi-conducteur, c'est un monde de volume et de capex, donc on a tendance à regrouper les moyens de production sur un nombre limité de sites. Et donc il faut avoir les bonnes actions pour ouvrir et continuer à fabriquer en Europe. Sinon, on aura une indépendance technologique, on aura le savoir-faire, mais il faut aussi savoir fabriquer. Et c'est un enjeu fort pour nous. En fait, le réseau Carnot, il a maintenant quasiment 20 ans. En fait, c'est 19 ans l'année prochaine, les 20 ans. Donc ça commence à dater, avec quelque part un parcours qui est un parcours remarquable. Remarquable par le positionnement, puisque effectivement, ce label qui est délivré par le ministère de la Recherche, qui a commencé en 2006, en fait, va à des institutions de recherche publique qui ont quelque part mis au centre de leur stratégie la recherche partenariale bilatérale avec les industriels. C'est un acte fort dans une organisation de recherche publique, finalement, d'aligner sa stratégie scientifique, technique, technologique avec les besoins du marché, en travaillant avec les industriels dans des formats de temps court, de temps long et de temps très long pour préparer évidemment l'avenir. Et donc ce réseau aujourd'hui, il représente quoi? Il représente quand même 39 instituts. On en a 2 exemples ici, le troisième que je représente, évidemment l'ENRIA, le CELIT, le CELIS, mais il y en a 39. 39 instituts Carnot, c'est quoi? C'est 35 000 agents, chercheurs de la recherche publique. C'est 20% finalement de l'ensemble des chercheurs en France. Et ça représente, en termes thématiques, finalement, tout ce qu'on peut imaginer. Tu l'as dit, biologie, microélectronique, logiciel, agri-agro, santé, vraiment on couvre tout. Et de ce fait-là, on adresse l'ensemble, évidemment, des secteurs industriels. Alors, là où effectivement le réseau a joué son rôle dans cette notion de support à la compétitivité, puisque effectivement, on est tous convaincus que l'innovation, la recherche, elle est là et aujourd'hui elle est même incontournable quand on est dans l'industrie, dans la tech. C'est à travers évidemment la technologie qu'on a des leviers évidemment de croissance formidables et capacité évidemment à aller chercher les marchés et notamment à l'international. Le réseau a accru en termes de sa capacité à travailler avec les industriels. En 2006, on représentait à peu près 186 millions d'euros. À partir de 2021-22, on est plutôt à 600 millions d'euros. Ça fait un facteur 3 en termes de capacité à travailler avec les industriels dans tous les secteurs. Et encore plus, s'agissant des acteurs, je dirais petits, des PME, c'est un facteur 8. Ça veut dire que aussi les instituts Carnot sont extrêmement bien adaptés pour comprendre cette typologie d'organisation de PME qui ont quelque part un certain nombre de contraintes, je dirais, très court terme. Néanmoins, ça représente à peu près 40% de nos partenariats. Donc, dans cet environnement, ce qui a été une clé de réussite, c'est la capacité au réseau à travailler vraiment en réseau, c'est-à-dire capacité à avoir des projets communs, des projets de ressourcement. Ce qu'on appelle des projets de ressourcement, ce sont des projets finalement de recherche pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de demande, mais l'anticipation dans la recherche c'est essentiel, et un certain nombre de projets se font avec plusieurs Carnot sur des thématiques des fois multidisciplinaires, c'est ça l'intérêt. Et puis aussi à avoir des réponses communes avec des industriels. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et qu'il faudra pour l'avenir, évidemment, développer. C'est le premier réseau, c'est 60% de la recherche partenariale en France. La souveraineté technologique, c'est pas être isolé, c'est pas ça du tout. C'est une forme d'autonomie qui permet évidemment de jouer sur les dépendances, mais on a besoin, et on aura toujours besoin de cette coopération internationale à partir du moment où on peut se garantir sur certains secteurs qu'on n'a pas cette dépendance qui nous empêcherait de faire. Ça, c'est la souveraineté. Et de ce point de vue-là, on a carrément
un certain nombre de solutions qui ont répondu à un certain nombre de problématiques dans la microélectronique, dans le numérique, dans la santé. Il faut voir ce que le réseau Carnot dans la santé aujourd'hui produit comme solutions qui permettent à nos entreprises, des fois des startups, mais des fois des grands groupes, à être vraiment leaders sur leur marché. Et c'est ça, en fait, la souveraineté. Alors, INRIA, effectivement, hein, l'Institut des sciences et technologies du numérique, c'est 4000 scientifiques qui travaillent en France au meilleur niveau mondial. On est le premier institut européen sur ce qu'on appelle European Research Council, qui est le prix Nobel de la recherche en Europe dans les technologies de numérique. Et on est premier devant toute l'Allemagne ou devant toute l'Angleterre. Donc c'est vraiment un niveau très important et il faut bien se rendre compte que la recherche française, comme le disait Alexandre, est vraiment au meilleur niveau mondial. Ceci dit, la recherche, c'est la recherche et si on veut parler de souveraineté, il faut le faire dans une intention de transformer. Alors soit dans des recherches partenariales avec des industriels, on y reviendra sur les Carnot, soit comme vous le dites, nous on pense que le vecteur de l'entrepreneuriat, c'est le vecteur principal du transfert dans la recherche du numérique, parce que c'est positionner les gens dans une situation de se poser la question d'un projet pour aller vers le marché. Et c'est extrêmement important parce que dans le numérique, encore une fois, la technologie est importante. Évidemment, on la voit tous les jours et si vous baladez dans les couloirs de Vivatech, vous le verrez. Mais le cœur du sujet, c'est le cerveau, c'est les gens. Et donc, c'est accompagner des personnes, des scientifiques, à faire la démarche de, à un moment donné, prendre un risque, sortir de la recherche pour aller vers le monde. Et on a lancé, il y a 6 ans, une dynamique très forte d'augmentation de l'activité entrepreneuriale à travers la création d'un startup studio à INRIA, qui héberge des scientifiques qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est 700 projets identifiés, 180 projets accompagnés et 45% de création de start-up. Voilà, c'était le petit côté entrepreneuriat dans ce monde où vraiment l'enjeu des Carnot, c'est le transfert. Le transfert par l'entrepreneuriat fait vraiment partie de notre ADN. Et je donne juste un chiffre qui effectivement illustre ce que François vient de dire. Et sur la période 2006-2024, on a dénombré 1880 startups créées par le réseau. Steerlight est représente 1/1000 des startups créées par le réseau Carnot. Donc c'est une startup issue des laboratoires du CEA Leti. Je crois qu'en amont, c'est quelque chose comme 15 ans de recherche. Donc il y a énormément de travail fait sur la génération de savoir, de compétences, de procédés, de protection de toutes ces innovations, puisqu'en fait, aussi à la création de Steerlight, c'est un portefeuille de brevets qui est licencié, donc qui est aussi la protection des savoir-faire est importante. Et derrière, il y a en effet la mise sur le marché, la maturation. Il reste quand même un grand nombre de phases d'industrialisation qui sont loin d'être négligeables. Donc il y a beaucoup de D, il y a un peu de R, mais beaucoup de D avant de finaliser, surtout dans le domaine de la microélectronique. Les temps de cycle sont malheureusement longs. C'est une des technologies géniales, mais ça prend du temps, ça prend toujours plus de temps qu'on ne le souhaiterait. Mais en effet, il n'y aurait pas de Steerlight s'il n'y avait pas eu toute cette inventivité et ces efforts mis et mutualisés sur un tas d'applications possibles. Et je pense aussi à un aspect extrêmement important à la création de Steerlight, c'est ces 2 fondateurs issus des laboratoires du Leti, mais aujourd'hui je crois que c'est la moitié des employés qui sont issus des laboratoires. C'est aussi beaucoup de formation et de savoir. C'est des gens compétents et à la pointe qui sont une ressource fondamentale pour les startups et pour les entreprises en général. Aujourd'hui, les lidars, c'est une sorte de gros gyrophare qui est posé sur un certain nombre de robots pour les guider et pour gérer la sécurité des humains en contact avec ces robots. Donc c'est un capteur de vision 3D. Et notre démarche est de miniaturiser ce capteur à l'échelle d'une puce pour la rendre disponible pour un grand nombre d'applications qui ne peuvent pas aujourd'hui se payer la complexité d'intégration et le prix de ce capteur qui reste quelques milliers d'euros. Donc c'est véritablement une technologie de rupture basée sur ce qu'on appelle la photonique silicium, qui est une des branches du semi-conducteur et qui est éminemment stratégique. Et quand on parle de photonique, on y ajoute le calcul quantique, on y ajoute la cybersécurité, on y ajoute le télécom. Donc c'est véritablement un socle technologique stratégique et donc avec des gros enjeux de souveraineté. Se dire qu'on a aussi
exigence d'accélération dans le développement des technologies. Si aujourd'hui on veut être dans une compétition internationale en support de de l'économie, de l'industrie, du progrès sociétal, comme le monde va très vite, la concurrence elle est rude, et nos chercheurs aussi, on a ce mindset-là de dire le temps du chercheur, c'est aussi le temps du besoin. Et voilà. Et donc on essaye de rapprocher ça. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi un progrès assez important, évidemment, de la recherche, de rentrer ce type de paramètres en jeu dans la façon de gérer les projets. Ouais, peut-être revenir au thème de la table ronde, c'est la souveraineté. Ouais. Et on le sait, dans le domaine du cloud, j'évoquais le Cloud Act tout à l'heure, il y a une dépendance extrêmement forte à ce qu'on appelle les hyperscalers. Les Google, Amazon et autres grands acteurs américains ou asiatiques. Ils sont là, bien sûr, aujourd'hui ils sont là. Et d'ailleurs, nos collègues, moi je suis à INRIA et nos collègues adorent travailler avec ces grands acteurs qui ont des capacités de recherche, de développement qui sont extrêmement importantes. Le rôle d'un Carnot comme le nôtre et d'un réseau comme le nôtre, c'est aussi de penser le temps un peu plus long ou en tout cas un peu plus stratégique et donc de penser les solutions alternatives. Parce que évidemment qu'on est dépendant au niveau technologique et dans le numérique, et si on regarde, on peut se plaindre et même se lamenter, mais la vérité c'est que personne n'aurait prédit il y a 5 ans ce qu'on serait aujourd'hui avec l'IA générative, et personne ne prédira ce qu'on sera dans 5 ans. Et quand des technologies comme Twitter ont été lancées, personne n'aurait misé dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il ne faut surtout pas se lamenter. Au contraire, la voie est très ouverte. Et le rôle d'organismes de recherche de Carnot comme les nôtres, c'est d'aller au contact de partenaires industriels, d'y aller avec de la stratégie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, la stratégie, elle est plus dans une stratégie de souveraineté, donc des partenaires français, des entrepreneurs, des startups, des industriels français. Et c'est là qu'on a rencontré un serial entrepreneur qui s'appelle David Gurley, qui est le fondateur de la société HiveNet, qui s'est attaqué au cloud. Malheureusement, dans le cloud, les hyperscalers que j'évoquais tout à l'heure, c'est 10 ans d'investissement, 10 milliards chaque année. Donc vous imaginez bien qu'une start-up, elle y va un petit peu. Oui, mais comme partout ailleurs, dans ce domaine-là, il y a des solutions alternatives. Et là, on parle de cloud décentralisé, plutôt d'avoir des gros paquets qui hébergent le stockage, le calcul, la communication. On va voir si on peut tout décentraliser. Et pour faire ça, il avait besoin de sciences de pointe sur plein de sujets. Les réseaux, la sécurité, la communication, les calculs, la modélisation, tout ça. Et tout ça, il est venu le chercher à INRIA. Ça a mobilisé, à travers ce qu'on appelle nous un défi, 13 équipes différentes. C'est le plus gros défi qu'on ait créé avec une toute petite startup qui venait de se créer. 4 ans après, non seulement c'est un succès parce qu'on va continuer avec HiveNet à développer la technologie qui permet de faire ce cloud décentralisé, et déjà ça s'instancie dans une deuxième boîte qui est lancée qui s'appelle Polycloud et qui va mettre à disposition des collectivités territoriales la capacité à avoir chez elles un petit container comme un container de camion dans lequel il y a une capacité de stockage, de calcul, qui est interconnecté avec plein d'autres containers et donc faire du cloud à l'échelle mondiale avec la puissance d'un cloud international, mais qui en plus apporte la capacité de souveraineté parce que moi, collectivité territoriale, je peux dire je veux rester dans mon conteneur ou dans le conteneur de ma région, de ma ville, de mon territoire ou des démocraties qui respectent telles règles. Et donc là, on a fait un vrai progrès. On n'a pas fait le rôle de MeToo, de suiveur de quelque chose qu'on aurait peut-être pu rattraper, mais pour ceux qui ont connu l'histoire de CloudWatt ou de Numergy, 2 grands programmes français pour essayer de rattraper le cloud, ça a été des grands échecs aussi. On n'y arrive pas toujours comme ça. Et donc avec une petite start-up qui est évidemment très agile, un grand organisme de recherche et des compétences comme on les a, on arrive à renverser la vapeur. Et donc il faut être très optimiste parce que c'est, à mon avis, tous les sujets qui peuvent être traités comme ça. Et INRIA, on a un partenariat stratégique avec Scaleway et avec OVH en particulier. Et vous voyez, encore avec OVH, on travaille sur la disruption. Parce que sur quoi on va aller travailler avec eux? Sur l'efficacité énergétique. Sur le fait que ces clouds, ils ont un problème majeur à traduire devant nous, qui est comment on fait que ce ne soit pas 50% de la consommation d'énergie mondiale qui soit absorbée dans ces puissances de calcul, qui évidemment sont utiles et dont on va encore découvrir toutes les capacités dans l'avenir, mais qui, si elles tuent la planète, ne serviront juste à rien. Qu'on l'évoque sur la question de la sobriété énergétique, ou sur la question de l'éthique, ou sur la question d'une troisième voie, quand on l'évoque dans nos domaines, face à une
une démarche nord-américaine qui est très tournée vers le business, une démarche asiatique qui est très tournée vers le contrôle étatique, eh bien probablement que l'Europe, avec les pays du Sud, l'Afrique, l'Amérique du Sud, on a une réflexion à avoir qui s'intéresse au bien pour la planète, à pourquoi on fait de la technologie et comment on l'utilise à travers son respect de l'environnement, mais pas que, son respect des règles d'équité, à quoi ça sert pour de vrai, est-ce que c'est un bien commun. Je pense que c'est une trajectoire que l'on dessine assez bien en Europe, avec toutes les difficultés que ça peut porter, c'est-à-dire quand on régule en créant Digital Market Act, Digital Service Act, AI Act, des choses comme ça. Tout le monde, évidemment, est confronté à « mais quand on régule, on s'auto-contraint ». Oui, mais moi, je crois qu'on a tous intérêt à se réguler. Je vais raconter juste une petite anecdote qui date d'il y a 6 ans. J'étais au CES à Las Vegas en keynote d'ouverture et un professeur de Stanford a fait travailler toute la salle. On était 5000. Et il dit, vous imaginez, dans 20 ans, il y a 3 sociétés qui dominent le monde. Il y en a une qui s'appelle, j'en sais rien moi, Waze, qui domine les données de mobilité. Elle sait où vous êtes. Il y en a une qui s'appelle Doctolib. Je fais exprès de prendre des sociétés que vous connaissez, qui connaît toutes vos sociétés vos données de santé. Et puis il y en a une troisième qui s'appelle Amazon, qui connaît tous vos achats sur Internet. Une des 3 se fait pirater ces données et les utilise à mauvais escient. Les utilise avec des mauvaises intentions, pour laquelle vous avez le plus de problèmes. Il faut lever la main. Société de géolocalisation de Waze, 80% des gens lèvent la main. 2018. Société de santé, Doctolib, 20% des gens lèvent la main. Et société Amazon, il y a 3 pelés qui lèvent la main dans la salle. Il dit, c'est très caractéristique. En 2018, et aujourd'hui vous allez voir que les choses ont évolué, on n'est pas mûr pour comprendre ce que c'est que la manipulation et la valeur des données. Donc ce qui vous importe, c'est votre intégrité physique, où est-ce que vous êtes. Demain, je vous prédis que ce sera votre intégrité de santé interne, donc qui sera beaucoup plus important. Et après-demain, et je pense qu'on y arrive, ce sera savoir ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous achetez. On l'a bien vu dans les élections américaines, la manipulation des données. Donc savoir ce que vous achetez au quotidien, c'est savoir comment vous pensez, c'est pouvoir vous manipuler. Je pense qu'en 2025, on a déjà franchi la première étape. En 2030, on aura franchi la deuxième. Il y a une question d'évolution de maturité. Et je trouve que ça va très très bien dans ce cycle. Donc oui, une 3e voie pour l'Europe, pour l'Afrique, pour l'Amérique du Sud. Très clairement, il y a un terrain énorme de jeu. Et je le redis, les cartes ne sont absolument pas jouées. Dans le domaine du hardware comme dans le domaine du logiciel, ça sert vraiment à rien de courir derrière, suivre les mêmes voies, il faut penser en rupture. Et par contre, je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'une fois qu'on a fait maturer nos idées et on est assez bon pour créer et inventer, il est aussi essentiel de capturer la valeur là où les Chinois et les Américains sont en avance par rapport à nous, et ça passe par un bon écosystème. Il faut qu'on soit en capacité de fabriquer en local et également d'acheter. il nous faut des marchés, il nous faut des clients pour pouvoir ancrer nos standards là où quelque part la masse américaine et la masse chinoise ont un avantage sur une Europe éclatée. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir de nos inventions, on n'a pas à rougir de notre inventivité, mais il faut qu'on arrive à véritablement valoriser et pérenniser nos activités. Et là, il y a des gaps encore où je pense qu'on peut s'améliorer. Effectivement, il y a besoin d'un certain niveau de régulation. C'est vrai que quand on parle aux industriels, je dirais le millefeuille normatif devient très contraignant. Ça peut être, et c'est vrai, dans certains secteurs, l'agriculture, l'agroalimentaire, un certain nombre de secteurs où effectivement le nombre de normes qui s'appliquent devient quelque part contre-productif en termes de compétitivité vis-à-vis d'acteurs qui ne sont pas soumis à ces règles-là, notamment quand effectivement nos industriels vont exporter, parce qu'à la limite en Europe on peut toujours exiger quelque part à ce que les acteurs industriels internationaux se conforment à un certain nombre de règles. Néanmoins, quand on essaye de regarder ce système industriel de manufacturing, il est évident qu'en termes de compétitivité, on peut injecter dedans un certain nombre de facteurs évidemment d'impact environnemental, de responsabilité, d'éthique. Et même si au final, je dirais que l'équation globale reste déficitaire par rapport à des produits similaires qui viendraient de Chine ou des États-Unis, à partir du moment où on régulerait au moins en termes d'information, ce que j'appelle le passeport numérique de produits.
qui tracerait l'impact environnemental d'un produit quelconque. Aujourd'hui, on travaille dessus. On a des projets européens avec la Commission européenne pour leur donner un peu les directives, je dirais les fondements d'un passeport numérique des produits, pour qu'effectivement on trace ce qu'un produit, un process, évidemment, génère en termes d'émissions carbone. Et sans aller, comme le font les Américains aujourd'hui, à parler de taxes douanières 30, 50%, 110%, finalement, peut-être que l'Europe n'a pas intérêt à jouer ce jeu-là, mais à jouer le jeu de la transparence. Et laisser aussi le citoyen qui est responsable vis-à-vis d'un produit qui aura un facteur ou un score, un carboscore, je ne sais pas comment on peut l'appeler, effectivement, qui vaut ce qu'il vaut parce qu'il est produit localement avec un certain nombre de règles de respect vis-à-vis de d'autres produits similaires. Mais au-delà du transport, il y a aussi des méthodes, il y a aussi des choses qu'on ne fait pas. À ce moment-là, on aura ramené une autre nature de compétitivité. Pas forcément la compétitivité coût. Et je suis persuadé qu'effectivement, le citoyen, même si effectivement le coût est important, pour une bonne partie feront, je dirais, des choix éclairés sur la base de ce type de choses. Donc oui, la régulation, elle peut avoir un effet positif, y compris de protection de nos industries. Il me semble que le sujet, pour le domaine que je connais, c'est le sujet des talents. Et les talents, c'est la formation, c'est la mobilité des gens. Il ne faut pas avoir peur de la mobilité, au contraire, il faut l'accompagner, il faut la soutenir. Ce qu'on fait dans les réseaux Carnot, quand on fait des partenariats industriels, des partenariats stratégiques avec des acteurs industriels français, c'est avant tout créer du lien, créer de la connaissance mutuelle et permettre aux gens de transiter. Et permettre aux gens de transiter dans les deux sens, du public vers le privé, du privé vers le public, d'avoir des gens formés au meilleur niveau, en formation initiale, en formation continue, en formation par la recherche. C'est hyper important. L'autonomie, elle ne vient pas de la technologie dans nos domaines. Parce que la technologie, comme je le dis, elle va être remplacée, puis on va passer à la suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle vient du fait d'être en capacité de former au meilleur niveau, d'attirer des talents, de garder des talents ou de les laisser partir et de les faire revenir. Je pense qu'il faut être très agile dans tout ça, mais je voudrais insister sur les talents. Et je pense qu'il y a vraiment pour moi deux concepts hyper importants. La recherche, c'est l'innovation. Et bien évidemment, pour être performant et compétitif, il nous faut de l'innovation. Mais ça ne suffit pas. Quand on parle de partenariat, on parle d'écosystème. Et il est fondamental d'avoir un écosystème performant. C'est-à-dire d'aligner la recherche académique, les fournisseurs, les fabricants, les intégrateurs, les clients, les utilisateurs, et d'aligner tout le monde en termes de roadmap. Et c'est là où vraiment on arrive à avoir des succès et transformer des succès et vraiment générer de la valeur à partir de cette innovation. Donc je pense que les deux sont hyper importants. Avoir des écosystèmes puissants, et ça les Américains savent très bien faire, les Allemands savent très bien faire. On s'y est mis dans le domaine de la défense, dans l'aéronautique, mais il y a plein de verticaux où on pourrait développer des écosystèmes qui nous permettraient véritablement de transformer nos innovations en des vrais succès industriels et commerciaux. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur cette thématique. Et puis on continue sur le stand des réseaux Carnot, on continue cette formidable journée. Merci à tous les trois.